Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h15, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Geoffroy Didier, député européen et directeur de la communication de Valérie Pécresse. Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Valérie Pécresse peut-elle être encore au second tour? Moins de 3 semaines de campagne, la menace de l'abstention, autant de questions que nous allons aborder. Alors comment expliquez-vous d'abord que votre candidate ce week-end, depuis ce week-end, se retrouve parfois en 5e position au premier tour selon certains instituts de sondage, dont la balise IFOP notamment? Mais il n'y a pas de campagne présidentielle. Il n'y a pas de campagne. Non, il n'y a pas de campagne présidentielle. C'est dommage pour votre candidate, il y a la alors guerre si elle en ne fait Europe. pas campagne. Et on comprend effectivement qu'on en parle beaucoup, et c'est tout à fait légitime, mais il n'y a pas de débat interne. Il n'y a pas de débat public aujourd'hui sur la place des seniors dans la société, sur l'avenir de nos enfants et la maîtrise des savoirs fondamentaux à l'école, sur la difficulté pour chacun de se loger, sur la réforme de l'hôpital. Il n'y a pas de débat public, il n'y a pas de débat télévisé, et pour une cause simple, c'est qu'on a un président sortant qui ne veut absolument pas se justifier sur son bilan qui constitue son boulet et ne veut pas non plus se justifier sur son projet parce qu'il n'en a pas. Donc il a interdit le débat public. Il a demandé à ses ministres et à ses parlementaires de ne pas aller à la télévision pour débattre et se confronter sur leur éventuel projet, leur vision face aux concurrents, pour court-circuiter la campagne et étouffer le débat public. C'est un scandale démocratique. C'est vraiment ça. Vous avez l'impression que c'est cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de débat, il est totalement en fait confisqué, quoi. Et c'est Emmanuel Macron qui est à la manœuvre. Vous avez vu un débat télévisé, vous ? Il y a eu un débat télévisé la semaine dernière, il y a eu une semaine, sur TF1 LCI. Tous les candidats étaient présents. Successivement. Oui. Mais est-ce qu'ils ont eu droit à un débat où ils ont pu se confronter, se contredire ? Le débat, c'est l'âme de la France. Le débat, les Français le méritent. C'est l'élection la plus structurante de la vie politique. Tous les 5 ans, moi, ce que je crains, c'est que les Français se réveillent après l'élection présidentielle en se disant « mais zut, il y a eu une élection présidentielle et le débat a été étouffé. Il faut absolument réveiller les esprits, dire aux Français qu'il y a une alternative au pouvoir sortant, qu'il y a une alternative à ce bilan calamiteux d'Emmanuel Macron où nous avons en 10 ans de responsabilité, c'est-à-dire le mandat Hollande puis le mandat Macron, 1000 milliards de dettes supplémentaires, 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, où à peine 15% des clandestins qui viennent illégalement sur notre territoire sont reconduits dans leur pays d'origine, avec une explosion des violences de 32%, avec un déficit public record, avec un déficit commercial record, alors que notre voisin d'Outre-Rhin, lui, a un excédent commercial record. Vous voyez, il y a un bilan qui est plus que problématique. Il est malheureusement catastrophique. Oui, et là vous dites quand même scandale démocratique. Alors il y a eu les propos qui ont été forts il y a quelques jours de Gérard Larcher, qui a dit que la question de la légitimité pourrait se poser pour Emmanuel Macron s'il n'y a pas de débat démocratique. Et vous allez encore plus loin, vous dites c'est un scandale. Mais alors comment faire face à ce scandale alors ? Je partage l'avis de Gérard Larcher. La question n'est pas celle de la légitimité institutionnelle. Celui ou celle qui sera élu par les urnes les 10 et 24 avril prochains sera légitime institutionnellement. La question que je pose, c'est celle de sa légitimité politique. C'est pour cela qu'il faut que nous disions aux Français, regardez et demandez le programme, exigez de vos candidats qu'ils se confrontent, je ne dis pas s'affrontent, on peut se confronter respectueusement, regardez les différences entre les projets. J'ai entendu Emmanuel Macron faire semblant d'être de droite. J'ai entendu Emmanuel Macron picorer parmi les propositions de Valérie Pécresse, mais la réalité, c'est que le programme ou le prétendu programme d'Emmanuel Macron n'a rien à voir avec le projet et la vision de Valérie Pécresse. Quand Valérie Pécresse propose des quotas d'immigration pour que nous ayons enfin une immigration choisie, c'est-à-dire que pour que nous disions chaque année, nous faisons venir tant de personnes dans les métiers de l'étranger, dans les métiers qui recrutent. Nous, on n'est pas pour l'immigration zéro, contrairement à Éric Zemmour qui dit n'importe quoi, mais on est pour proposer une immigration choisie. Quand Valérie Pécresse dit, pour tous ceux qui s'attaquent aux dépositaires de l'autorité publique, qui agressent des enseignants, des pompiers, des policiers, des élus, il y aura une peine planchée, c'est-à-dire 1 an minimum de prison.
Où sont les propositions pour la sécurité et pour l'autorité d'Emmanuel Macron? Qu'on ne vienne pas nous raconter que ce sont les mêmes programmes. Vous dites, attendez, c'est Valérie Pécresse qui a dit, et certains ténors de la droite, qu'il utilisait la photocopieuse, Emmanuel Macron. Non, c'est pas ça. Elle a dit que quand Emmanuel Macron copiait, il copiait mal, et elle a rappelé à quel point il existait des différences fondamentales entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Et je vais aller plus loin. Patrick Roger, je vais aller plus loin. Je pense qu'ils ne sont pas faits du même bois. Je pense que Emmanuel Macron aime plaire, il aime parler. On l'a vu et on l'a constaté, voire subi pendant ces 4 heures de conférence de presse particulièrement verbeuses. Alors que Valérie Pécresse, elle aime faire dans toutes les missions et les mandats qui lui ont été confiés, que ce soit comme ministre des universités où elle a tenu face aux militants gauchistes qui voulaient l'empêcher de réformer l'autonomie des universités lorsqu'elle était ministre de Nicolas Sarkozy. Lorsqu'elle était ministre du budget, que ça a été le seul budget à l'équilibre depuis 1945. Quand elle a été élue présidente du Conseil régional d'Île-de-France, personne ne l'attendait parce qu'on disait que c'était une région de gauche et qu'elle a imposé la charte de la laïcité, c'est-à-dire plus 1 euro d'argent public pour les associations qui méprisent, voire défient la République. Ça, c'est du concret. Ça, ce sont des résultats. Et alors pourquoi ça n'imprime pas véritablement, pour reprendre l'expression de la photocopieuse, cette fois-ci dans les sondages pour elle? Pourquoi ça n'imprime pas? Et comment vous pouvez redonner en fait une dynamique de campagne? Parce que ce que vous dites, on l'entend, mais en revanche, ça ne ressort pas du tout dans les intentions de vote. Bon, d'abord, les intentions de vote, on les regarde tous avec attention, mais je les observe aussi avec une très grande humilité, parce qu'on sait qu'à chaque fois, ça ne se passe pas comme prévu et que souvent, elle se trompe, mais il nous reste 3 semaines. Je pense que ces journées-là qui nous séparent de l'élection vont compter double, voire compter triple, parce que justement, c'est le moment où les Français vont se dire, tiens, en fait, au fait, il existe une élection présidentielle et il va falloir choisir notre destinée commune pour les 5 prochaines années. Et puis, il faut dire aux Français que la guerre en Ukraine n'efface pas les problèmes de la France. Elle ne fait que s'y ajouter. Les problèmes, les défis, j'ai envie de dire les urgences nationales, que sont la maîtrise des flux migratoires, la restauration de l'autorité et du respect au sein de la République, le fait qu'il faille imposer la laïcité face à ceux qui défient les valeurs de la République, le fait qu'il faille enfin une réforme de la dépendance et pas une prétendue réforme comme Emmanuel Macron l'a fait. Ça, ce sont des défis, mais essentiel. Et personne n'en parle à part Valérie Pécresse parce que personne n'a de projet, parce qu'Emmanuel Macron n'a même pas de vision pour la France, même pas de vision, même pas d'imagination. Il a donné quand même un certain nombre d'indicateurs il y a quelques jours lors de sa conférence de presse de 3 heures. Vous êtes directeur, vous êtes directeur de la communication justement de Valérie Pécresse. Là, comment faire pour vous pour ces 3 semaines, pour se faire entendre, parce qu'on a l'impression qu'elle n'arrive plus à se faire entendre. La dynamique, elle est... Alors, d'un côté, il y a Emmanuel Macron, porté sans doute aussi par cette guerre de l'Ukraine, et puis de l'autre, on a vu Jean-Luc Mélenchon hier, qui réussit à réunir plusieurs dizaines de milliers de personnes, Éric Zemmour qui projette de le faire dans quelques jours aussi au Trocadéro. Mais nous le ferons aussi à Paris, porte de Versailles, le 3 avril. Valérie Pécresse, elle a... moi, ce que j'aime chez elle, c'est que oui, on est face à une adversité. Oui, elle est attaquée beaucoup plus que les autres. Parce que, au fond, c'est la seule qui peut encore l'emporter face à Emmanuel Macron. Vous croyez que c'est Marine Le Pen qui peut l'emporter face à Emmanuel Macron, alors que ça fait la 7e fois qu'un membre de la famille Le Pen se présente à l'élection présidentielle et qu'à chaque fois, les Français leur disent « Non, finalement, nous ne voulons pas de vous ». Vous pensez que c'est Éric Zemmour qui peut rassembler les Français alors qu'il est un diviseur et qu'il n'a qu'une aspiration, c'est de confronter les uns contre les autres pour imposer une guerre civile, alors que lui-même, qui se prend pour un grand prophète, est en fait un faux prophète expliquant que c'était Poutine l'agressé et non l'agresseur, et qu'il fallait un grand Poutine à la France. Tous ces gens-là, Jean-Luc Mélenchon compris, se sont disqualifiés. Ils se sont disqualifiés devant l'histoire à défendre un dictateur russe. Ces gens-là devraient avoir honte de se présenter à l'élection présidentielle et de donner des leçons sur la grandeur de la France, alors qu'ils se sont couchés tels des valets devant un dictateur russe. Ces gens-là n'ont pas le droit d'incarner le peuple français. Ils ont le droit de se présenter, ça c'est sûr, mais ils n'ont pas le droit d'incarner le peuple français parce qu'ils se sont discrédités devant l'histoire. Geoffroy Didier, est-ce que votre candidate, Valérie Pécresse, ne commet pas quand même une série de maladresses? Quand elle dit au salon d'agriculture, je dois aller m'occuper de Poutine, quand elle dit encore ce week-end interrogé à la télé, elle cite Teddy Riner, le général de Villiers, ou l'auteur Leïla Slimani comme ministre, et que eux disent non, il n'en est pas question, on n'a pas été consulté
difficultés. Ce sont des maladresses, ça c'est quoi? C'est un exemple typique de la manière dont Valérie Pécresse est, elle, la seule ciblée, notamment par le camp d'Emmanuel Macron. Parce que à la même question qui a été posée sur le gouvernement idéal, qui était une forme de questionnaire de Proust, où une journaliste disait à différents candidats, mais qui aimeriez-vous avoir à vos côtés? Eh bien, je rappelle quand même que Nicolas Dupont-Aignan a répondu, bien évidemment avant son décès, paix à son âme, Jean-Pierre Pernaut, et que Jean-Pierre Pernaut avait alors dit, ben non, moi je ne suis pas du tout, je n'aspire pas à être le ministre de Nicolas Dupont-Aignan, et que Yannick Jadot avait répondu Thomas Pesquet. Personne n'est allé interroger Thomas Pesquet dans l'espace pour savoir s'il était d'accord pour être le ministre de Yannick Jadot. Mais comme par hasard, la seule personne à qui on ne pardonne rien et dont on déforme les propos pour tenter de la rendre ridicule, c'est une femme. Ce n'explique pas tout. Et c'est Valérie Pécresse. Il y a du machisme dans cette campagne. Ah, je pense qu'on ne pardonne rien aux femmes politiques que sont Anne Hidalgo d'un côté, qui se bat. Parce que moi, je l'ai vue à la télévision et elle n'est pas devenue... Je ne suis pas du tout d'accord avec les idées d'Anne Hidalgo et je ne pense pas que ce soit une bonne maire de Paris, mais il n'empêche qu'elle a été élue maire de Paris, puis réélue maire de Paris. Valérie Pécresse, je ne cherche pas à faire de parallèle, parce que franchement, Valérie Pécresse est d'un autre niveau qu'Anne Hidalgo, tant sur la personnalité que sur son projet. Mais Valérie Pécresse, qui dirige quand même la première région d'Europe, qui a été réélue alors que Emmanuel Macron lui a envoyé 5 ministres face à elle et qu'on avait le président du Rassemblement National et le patron des écolos. Vous pensez vraiment qu'elle est si mauvaise? Eh bien moi je pense qu'elle est bonne justement parce qu'elle est tenace, parce qu'elle est combative, parce qu'elle ne lâche rien et parce que si tout le monde vient picorer dans son projet, c'est bien parce que le sien est le meilleur. Oui, est-ce qu'elle n'arrive pas à incarner finalement un discours naturel? On a l'impression, et c'est ce que disent beaucoup de gens, des républicains, qu'elle joue un rôle et qu'elle n'est pas elle-même. Alors, je vais... non, mais je vais vous répondre. C'est un constat. Hein, je vais vous répondre. J'ai même un scoop pour vous ce matin. C'est que Valérie Pécresse ne remportera pas le César de la meilleure actrice. Eh bien, je vais vous dire une chose, ça me rassure. Ça me rassure que pour devenir président de la République française et pour incarner chacun d'entre nous, on ne soit pas un acteur et un comédien. Parce que nous avons depuis 5 ans à l'Élysée un comédien hors pair. Nous avons Éric Zemmour qui est un acteur de série B. Effectivement, vous avez entre les deux Valérie Pécresse qui ne sait pas vraiment jouer la comédie. Tant mieux. Tant mieux. Mais parce que justement, la comédie quand elle est sur scène. Une fois, ça a raté. Depuis, observez-la dans les meetings, elle est naturelle, elle est offensive, elle est visionnaire et elle incarne la vraie droite, pas la droite extrémiste, parce qu'il n'y a pas besoin d'être extrémiste pour être offensif. Une droite des solutions. Ce qu'elle a toujours aimé faire, c'est fabriquer des solutions pour les Français. C'est là où elle a le meilleur. Ça tombe bien, c'est exactement ce dont on a besoin et ce dont on a manqué depuis 5 ans. Qu'est-ce que vous répondez à Olivier Véran qui dit elle n'incarne rien, à propos d'incarnation justement? Quel mépris. Quel mépris. Mais cette phrase d'Olivier Véran est la quintessence et la signature du mépris dont les ministres d'Emmanuel Macron font si bien preuve malheureusement depuis 5 ans. Quel mépris. Y compris des gens qui étaient dans votre camp aupauvent, d'anciens républicains, d'anciens UM, d'anciens UMP. Il y en a beaucoup. Qui sont allés choisir un poste. Enfin, vous savez, la politique est malheureusement souvent très prosaïque. Quand il y en a un qui trahit, comme c'était le cas d'Éric Woerth, c'est soit pour se trouver un bouclier judiciaire. Pourquoi il y est allé, Éric Woerth? Ou parce qu'on lui a promis un poste. Voilà. Mais il n'ose pas dire lequel, c'est tout. Mais on va bientôt le savoir juste après l'élection, si par malheur Emmanuel Macron devait être réélu à l'Élysée. Oui, et Nicolas Sarkozy, vous attendez un soutien fort ou pas? Je ne sais pas. C'est étonnant. Ce que je sais en revanche, c'est que Valérie Pécresse est déterminée, coûte que coûte, à tracer sa voie. Que c'est une femme libre, qu'elle n'est pas là par hasard, qu'elle a mérité là où elle est, qu'elle s'est battue, qu'elle a gagné une primaire à la loyale, démocratique, et que la seule chose qui compte, c'est la vision qu'elle a pour la France et le dialogue qu'elle veut créer avec les Français, là où les autres refusent le débat. Franchement, c'est la seule chose qui m'importe. Ouais, donc elle n'a pas besoin du soutien de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Tant mieux si elle a le soutien. Si elle ne l'a pas, elle trace son sillon. Et en revanche, si Nicolas Sarkozy apportait son soutien à Emmanuel Macron, ce serait une trahison forte pour vous? Je n'imagine pas un instant que Nicolas Sarkozy, qui est pour moi une référence, puisse ne pas être fidèle à sa famille politique. Ah bah oui, mais alors s'il est une référence et qu'il apporte son soutien à Emmanuel Macron, justement, vous serez alors piégé, non? Vous vous sentirez comment? Elle trace sa voie et c'est une femme libre et je peux vous dire qu'elle est déterminée et que plus elle est attaquée, plus il tente de la ridiculiser, plus
elle est déterminée à servir les Français et à le faire en toute liberté. Ouais, il paraît qu'en coulisses, certains déjà pensent aux législatives et sont en train de s'agiter. Qu'est-ce que vous leur répondez à cela? Ils ont raison, puisqu'il y a des élections législatives après la présidentielle. Donc c'est pas seulement en coulisses. Tous les candidats aux législatives doivent travailler à leur législative. La meilleure manière de travailler aux législatives, c'est de faire gagner la présidentielle. C'est comme ça que ça fonctionne, la vie politique française. Si vous perdez la présidentielle, il y a quand même entre guillemets, ce troisième tour pour vous? Mais moi, je me concentre sur l'élection du 10 avril et du 24 avril. Vous me réinviterez après la présidentielle. Mais quand Valérie Pécresse sera réélue et quand elle va enfin mettre en œuvre son projet, c'est-à-dire une augmentation de salaire de 10%, c'est-à-dire pas une retraite à moins du SMIC pour tous ceux qui ont cotisé toute leur vie, c'est-à-dire cette transformation de RTT en salaire, c'est-à-dire ces quotas migratoires, c'est-à-dire ces peines planchées d'1 an minimum pour tous ceux qui s'en prennent à l'autorité publique. Je vous assure, la France ira mieux et tous les candidats aux législatives auront une possibilité de le gagner lorsqu'ils sont de droite. Merci Geoffroy Didier, directeur de la communication de Valérie Pécresse, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.